3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Guendy est avec nous, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Pierre Bismuth nous accompagne, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Et à nos côtés également Laurent Dédier, le directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Petit changement d'ambiance sur les marchés depuis effectivement l'épisode du retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis vendredi soir en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? Est-ce que c'est simplement de la spéculation de marché, l'écume de la spéculation qui s'émousse un peu après des semaines de rallye assez intenses à travers le mois de septembre ? Ou est-ce qu'il y a une logique à se reposer quelques questions et à repricer ou remettre un prix sur certains risques peut-être dans le marché autour de la guerre commerciale, du shutdown ou des questionnements qu'on peut avoir sur le thème de l'IA, par exemple. Laurent. Je pense que c'est aussi un prétexte. Les marchés ont besoin de respirer. C'est vrai que depuis la rentrée dernière, donc ça fait maintenant quasiment 5 semaines ou 6 semaines, on a eu une hausse quasi ininterrompue avec presque pas de volatilité, que ce soit sur les marchés européens, américains, mais même l'ensemble des marchés. Et donc on sent quand même qu'on a besoin un petit peu de respirer pour aller plus haut, pour consolider, ça on verra bien. Et puis on arrive à un moment où globalement il y a un petit peu de bruit politique qui revient, géopolitique. Alors il y a des satisfactions avec la fin du conflit au Moyen-Orient. Il y a quand même un peu d'incertitude sur la guerre commerciale sino-américaine. La France et l'Europe restent des sujets sur lesquels les marchés sont sceptiques, même si aujourd'hui il n'y a pas de nuisance particulière. Puis on entre surtout dans la période où globalement ce que la macroéconomie nous a dit depuis quelques semaines ou quelques mois devrait se traduire par des messages des entreprises dans les publications des résultats des 9 mois. La saison vient de commencer, c'est beaucoup trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Quand on regarde quand même la séquence de profit warning, donc d'avertissement sur les résultats qu'on a eu avant cette période de publication, on sent que la partie cyclique et industrielle de l'activité dans le monde est quand même peut-être plus dure et qu'il y a peut-être un trou d'air un petit peu plus fort au 3e trimestre. Il y a quand même beaucoup de warnings qui ont été assez forts et confèrent, j'ai envie de dire, la communication de Michelin. On peut rentrer ça un petit peu dans la partie cyclique, même si c'est du cyclique de consommation. À l'inverse, on a quand même l'impression qu'une fois encore, les secteurs qui vont bien, certainement la technologie, même si après on parlera peut-être de la consanguinité ou de la circularité de certains sujets, continuent à bien se porter et ne devraient pas nous décevoir. Je vois un petit peu les annonces qui ont été faites hier sur une annonce de contrat sur une petite boîte américaine par Brookfield. Le titre est monté de 25%, ça s'appelle Bloom Energy. On voit qu'il y a encore beaucoup d'envie à valoriser des choses sur des multiples de chiffres d'affaires à 2027-2028 qui nous rappellent certainement d'autres sujets, mais on est aussi dans un monde qui a changé avec des sociétés qui génèrent beaucoup de free cash également. Mais c'est intéressant. Oui, alors ces boîtes d'IA, elles ont des tailles de mastodontes aujourd'hui, mais comme vous le dites, il y a toute une partie de l'économie, on le verra à travers les résultats d'entreprise, qui va pas si bien que ça. C'est toujours cette idée d'économie un peu en cas, avec une partie qui va très bien, alors qui pèse très très lourd. C'est l'IA aujourd'hui, ça explique 30, 40, 50% peut-être de la croissance américaine sur le premier semestre, mais il y a quand même tout le reste qui peut souffrir un peu. C'est un trimestre qui sera marqué quand même par la mise en place, au moins en partie, des premières barrières tarifaires américaines. On en parlait tout au long du 2e trimestre. Beaucoup d'anticipation a vu le jour à ce moment-là, mais la réalité, elle est plutôt au cours du 3e trimestre, Laurent. Alors, la réalité, oui, l'impact économique, c'est peut-être l'impact inflationniste. Alors, quand je dis inflationniste, c'est que je ne pense pas qu'il y ait d'accélération de l'inflation devant nous, ou une réelle accélération. En revanche, l'impact sur les marges des entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont pris tout parti, entre guillemets, de cet impact prix pour, entre guillemets, restituer à un client et donc à une demande finale qui est morose, atone, difficile, ça dépend des géographies, mais qui est en tout cas pas euphorique. Ça, c'est certain. C'est pas impossible. Voilà, on l'a vu dans le secteur du papier avec des warnings, on l'a vu avec Michelin, on l'a vu dans pas mal de sociétés, même du MDAX, qui ont fait des prépublications qui étaient un petit peu, j'ai envie de dire, mitigées. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une période de publication très euphorique. Alors ce qui est intéressant pour les marchés européens, c'est quand même on a eu quelques drivers dans la hausse des marchés européens. Bien évidemment, le secteur, et peut-être qu'on en parlera, des financières, a beaucoup porté les marchés européens sur la première partie de l'année, ou les 2/3 de la partie de cette année. On voit que les publications américaines, c'est un peu celle de good news aujourd'hui. Alors après, on peut regarder, certaines ont des publications
qui sont très bonnes, mais quand on regarde les charges, ça monte aussi très vite, ce qui explique la réaction du marché. Mais il faut rappeler que le marché européen, pour ces 2 tiers cette année, s'est construit sur une très bonne performance des financières et des industriels. Ouais. Si la Fed venait un petit peu à s'arrêter sur ces 2 secteurs, j'inclus la défense dans les industriels, faudra voir quels peuvent être les relais. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure, bien évidemment, de sujets sur de la rotation. Cette année, c'était une année value. Il fallait surtout pas être qualité. Quand on regarde les facteurs de marché, on ne sait jamais. Peut-être que dans un marché plus difficile ou qui pourrait continuer à progresser, il faudra peut-être faire évoluer les portefeuilles. Bon, on verra. LVMH nous donnera peut-être déjà une forme de tonalité pour ces boîtes qui restent évidemment des grandes boîtes de qualité. Vincent, sur ce changement d'ambiance de marché, c'est légitime, il faut qu'on souffle à un moment. Je reviens également sur l'idée de l'affrontement Chine-États-Unis, alors qui est protéiforme, c'est à la fois sur le terrain technologique, sur le terrain commercial, le transport maritime, etc. Il y a des zones d'influence à défendre. Je dis pas qu'on avait mis le sujet sous le tapis, parce que ça reste quand même un fil rouge continu pour les investisseurs depuis plusieurs années, mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'on est reparti au moins pour... dans cette phase finale de négociation, qu'on repart pour un exercice de tension. Comment est-ce qu'il faut le prendre ? Est-ce que c'est à chaque fois la même histoire ? On sonde les lignes rouges de la partie adverse en allant le plus loin possible, et au final, on trouve un compromis qui réunit tout le monde. C'est le principe d'un compromis, vous me direz, mais... Ça continue à être la même histoire. Donc, c'est toujours une histoire de rapport de force et de négociation. On en a eu un autre exemple il y a quelques jours avec la pharmacie. Après l'annonce de droits de douane de 200%, on a 1, puis 2, puis 3 Pfizer, Astra ont signé qui viennent négocier. Donc je pense que Trump a vu que, grosso modo, en faisant de cette manière, ça fonctionnait et il va continuer. Donc l'histoire n'est pas terminée. Les marchés s'y sont quand même habitués. Donc je pense que c'est plutôt probablement un effet phénomène, même si... l'analyse globale montre que c'est quand même, à mon avis, un petit peu plus grave que ça et qu'on a une situation qui ne reste toujours pas très saine entre la Chine et le reste du monde. Mais les marchés, eux, se disent, bon, à partir du moment où on arrive à un accord, on passe outre. Donc non, je pense que c'est toujours un peu la même chose. Je crois beaucoup ce que dit Laurent, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup monté, on avait trouvé des niveaux de valorisation qui étaient très élevés. Ou les plus hauts qu'on ait connus depuis l'année 2020. Donc, même le CFO de JP Morgan disait là, on n'a pas envie de faire du buyback à ce niveau de prix sur notre action. Même le directeur financier dit qu'il n'est pas chaud pour acheter ses actions. C'est que... Les valos étaient chers aussi en Europe, et puis il y a la saisonnalité, donc une correction... Laurent disait souffler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient qui attendent une correction peut-être un petit peu plus soutenue pour revenir. Donc, est-ce que les quelques pourcents de baisse qu'on a connus sont suffisants ? Peut-être pas tout à fait, mais il ne faut pas non plus s'attendre, hors événement exceptionnel, à un crack tout de suite. On en est loin. Donc, la logique est toujours la même. Veut qu'on reste constructif dans ces marchés-là et qu'un trou d'air est une opportunité à saisir. Oui. Tout dépend de la taille du trou d'air. Pour l'instant, c'est un petit trou d'air. J'entends. Et la deuxième chose, c'est que tu parlais de croissance en K, c'est-à-dire que ça illustre le fait qu'il y a 2 parties dans l'économie mondiale, qui d'ailleurs est en train de ralentir gentiment partout, y compris dans les pays développés, dans les pays émergents. On a des baisses des ISM. Donc, ça montre bien qu'il y a ce ralentissement. Et ce ralentissement, il est impacté par le monde réel, on va dire. Et tout le reste qui est l'IA continue à tirer. J'aimerais bien savoir quand est-ce que le scénario va changer. Est-ce que c'est le reste qui va se stabiliser parce que la Fed aura baissé suffisamment les taux et puis les États-Unis auront un peu moins d'incertitude sur le plan de l'inflation, de l'application des droits de douane. Donc ça peut relancer aussi une dynamique un peu plus large aux États-Unis. Et là, on verra si tout ce qui est Russell 2000 et mid-cap commence à rattraper. Pour l'instant, c'est quand même très compliqué. Et tout le monde préfère rester sur les secteurs qui sont les secteurs leaders. Donc, cette bulle-là, elle s'arrêtera quand la tech américaine et quand la bulle de l'IA sera arrivée à son terme. On n'en est pas encore là. On va voir tout à l'heure si on en reparle. Oui, bien sûr, on reparlera. Surtout, comment rester positionné sur la tech quand on a tous en tête, et vous avez traversé un certain nombre de crises, qu'on a tous en tête qu'effectivement, l'histoire a tendance à au moins rimer et que les cycles de surinvestissement, parfois, génèrent un moment de douleur, parfois fort pour des investisseurs et des actionnaires. Sur cette ambiance de marché qui tourne, Pierre, je sais pas, le VIX remonte, les marchés obligataires servent un peu de refuge, encore une fois.
Ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même le sentiment qu'on reste quand même à l'équilibre, malgré cette respiration, parce qu'on a reculé finalement de très peu. Quand on regarde, on a quand même une activité politique, alors en France, qui était délétère, et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, en réalité. Les droits de douane, ça a fait à peine vibrer vendredi soir, mais en même temps, on était vendredi soir. Ouais, mais on a fait un -3, plus un +2, et là, on est à -1. Donc, vous êtes porteur de crypto, vous n'avez peut-être pas vécu le même week-end que celui qui porte du Nvidia. Oui, mais c'est tellement haut en réalité que en fait, la force du marché fait que c'est extrêmement compliqué d'être absent. En fait, personne ne peut dire moi j'ai une vision très bearish du marché, alors qu'on a finalement, on est tous suspendus aux résultats, hein, mais les résultats finalement, on a l'impression quand même que tout est assez encadré. C'est-à-dire qu'on sait quels vont être les secteurs qui vont pas marcher. Alors merci Ferrari merci Ferrari. Donc, franchement, c'était une très grosse information. Michelin, c'est une très grosse information. Et les banques, parce que Ferrari, c'est pas de l'automobile. Ouais, c'est pas de l'automobile, mais en fait, c'est les prévisions qui sont tellement, on va dire, sécurisées, ou en tout cas peu constructives, qui fait que soit c'est reculé pour mieux avancer, soit on a vraiment une croissance à long terme qui est capée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, les prévisions aussi défensives, ça permet justement de réancrer les anticipations, et c'est plutôt pas mal. Donc, et recréer éventuellement du potentiel, de surprises positives. Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est plutôt bien. Sur la partie IA, on ne s'attend pas du tout, enfin vu ce qui s'est passé hier comme rebond, je pense notamment à Broadcom, on s'attend quand même vraiment pas à une baisse, en tout cas, des prévisions. Donc, on a l'impression quand même que tout est un peu à l'équilibre et que les pièges sont plutôt assez bien vus. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il nous manque des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'on n'a aucune nouvelle information. Les droits de douane, c'est un vieux truc. En fait, on a eu un crack énorme cette année. Plus personne s'en souvient. On dirait que le -20 sur le Nasdaq, on est à +17. Franchement, c'était l'épaisseur du trait. Ça va tellement vite. Les banques centrales sont tellement à la manœuvre et tellement constructives. Le bruit politique, tout le monde s'y est habitué. Donc en fait, on n'a vraiment aucune nouvelle information. Et c'est peut-être là qu'est le piège. Ouais. C'est qu'il nous manque quelque chose de nouveau qui nous permettrait de créer un risque. Là, honnêtement, les risques, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est que des vieilles infos. En l'absence de nouvelles, vous dites, c'est un équilibre finalement qui est assez stable et assez solide. C'est ça, c'est très difficile d'être bearish et c'est très difficile de se dire, d'avoir un avis très tranché. On a du mal à se dire, moi je vends les actions pour me replacer sur des emprunts d'État. C'est pas le moment de racheter de l'obligataire, par exemple. Je sais pas, question naïve, mais... En tout cas, personne, tout le monde... Peut-être que c'est une année où l'obligataire souverain, américain, entre autres, affichera des performances positives après, 3 ou 4 années de performances négatives. En tout cas, les actifs risqués obligataires ont la meilleure performance depuis le début de l'année. Sur le crédit, oui. Ouais. Donc là, encore une fois, c'est pas étonnant parce que l'économie est assez molle. On vient de le dire, la croissance mondiale ralentit. C'est un moment idéal pour le crédit. En vrai, on déteste les récessions dans le crédit, on déteste les suractivités. Et là, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Donc, c'est pas étonnant que les spreads sont finalement très contrôlés. Les spreads de crédit à yield, pareil, c'est très contrôlé. Donc, en fait, on est dans un moment finalement assez à l'équilibre. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots que ce mot à l'équilibre. Et c'est vrai que même les petits... ça reste confortable. Il y avait un analyste américain qui disait uncomfortably bullish. Voilà, il était positif, mais de manière assez inconfortable. Parce qu'il n'y avait pas d'autres options que de continuer d'être positif dans ce marché. C'est vrai que c'est difficile. Quand on se dit, si on se dit un trou d'air de 10%, un CAC 40 à 7002, qui l'envisage ? Il y en a toujours qui l'envisagent. Non, mais qui l'envisagent là à court terme, c'est vraiment difficile de le voir. Alors qu'on a quand même une séquence vraiment dure et on a à peine perdu 1%. Vincent ? Oui, ce qui vient d'être dit illustre aussi pourquoi on a des flux qui continuent à revenir sur les marchés. On a effectivement cette apparence, mais au bon sens du terme, ça a l'air que la situation apparaît relativement calme, relativement maîtrisée en termes d'enjeux. Et donc, les flux continuent. C'est pour ça qu'il est difficile de rester à l'extérieur. Tout le monde sait que louper les dernières années de bulle, c'est très coûteux. Oui. Donc, on sait aussi que même dans les dernières années de bulle, il y a une volatilité qui remonte, avec des baisses de 20%, mais on passe au travers et on s'y habitue. Et c'est comme ça que ça se termine mal. Il ne faut pas rater 98 on ne va et 99. On ne va pas l'écrire aujourd'hui.
Bon. Tu me posais la question, est-ce qu'on est en 96 ou en 99 ? On est plutôt en 96 ou en 97 qu'en 99. D'accord, c'est ça. Mais ça se terminera de la même manière. Ça, c'est toujours mon idée de l'histoire qui se répète ou qui rime à minima. Allons-y. Solidité encore solidité ou vulnérabilité du Tamiya. Qu'est-ce que vous en dites là, Laurent ? Aujourd'hui, j'aime bien l'idée, effectivement, c'est dit un peu circulaire, consanguin, comme vous disiez. Est-ce que c'est déjà un canari dans la mine ? Alors, en termes de comportement, le problème, c'est que tout le monde en parle. Ça fait les gros titres tous les jours. Donc, tout le monde est au courant de la manière dont fonctionne cet écosystème IA aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ça annihile le risque qu'il y a sur cette thématique ? Et puis derrière, je veux bien qu'on développe cette idée de rotation éventuelle vers peut-être des secteurs de qualité. Ça fait beaucoup de questions sur une petite intervention. Donc, on va essayer de parler d'abord de l'IA, puis on verra l'ouverture sur la rotation. Je pense que c'est trop tôt pour se dire que la fête est terminée sur l'IA aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à un moment, on va sonner la fin de la récréation et il faudra arrêter de s'amuser. Quels peuvent être les indicateurs qu'il faut surveiller pour se dire à quel moment cette fête peut s'arrêter ? La première chose, je trouve que les commentaires du management des fondateurs d'OpenAI sont inquiétants, mais personne ne s'y intéresse. Moi, quand on me dit que je suis cash flow positif en 2030, ça me rappelle plein de mauvais souvenirs, mais dans plein de séquences différentes. C'était la bulle de la clean tech en 2019-20, au moment où le Covid envole toutes ces valorisations et les boîtes nous racontaient qu'on allait avoir de l'hydrogène vert qui serait à l'équilibre en 2028. Et moi, je regardais les boîtes et je me disais comment on peut être à l'équilibre en 2028 et payer tel multiple. On n'y est pas, mais ça peut être un premier indicateur de se dire attention, ces gens-là, ils me racontent que la question de la rentabilité, c'est pas leur sujet. Non. Un jour, le marché peut dire moi, je veux que tu sois rentable. Le deuxième sujet, et ça, c'est celui qui sera le plus intéressant, mais à mon avis, on ne le verra pas en 26, on le verra plus en 27, c'est que tous ces hyperscalers qui mettent des capex par montagne, c'est des Everest de capex qui tombent tous les ans et qui sont multipliés de 30 à 50% année après année. Il y a un moment, il va falloir que cette courbe en J, qui se traduira sur l'évolution du cash flow, elle nous montre une accélération. Donc, pour l'instant, on est CAPEX intensive, donc on investit. En 26, je pense qu'on va rester dans cette séquence. J'imagine que le premier rendez-vous pour le marché, mais j'imagine, et je vais rester très modeste dans mon anticipation, c'est qu'à un moment, il faudra voir chez Microsoft, par exemple, une inflexion dans la courbe et voir des cash flows qui reprogressent. Si la traduction de ces CAPEX ne permet pas d'arriver, donc de cet investissement, pardon pour ces termes peut-être un peu trop anglais et financiers, ne se traduit pas par une accélération des profits de ces entreprises et surtout par la génération de cash de ces entreprises, là, le marché peut réagir plus négativement. Si j'avais la boule de cristal qui me donnait la réponse, j'ai envie de dire, je serais certainement pas ici et demain, mais je trouve que c'est un indicateur qui sera très intéressant à regarder parce que lui, il sera tangible. Et tant que nous sommes dans une période où on aura des publications trimestrielles, peut-être que le monde va changer après-demain, on pourra monitorer l'évolution des cash flows de Meta, de Microsoft et des autres. Mais c'est ce qui s'est passé exactement pour la génération présente. Une boîte comme Amazon, très longtemps, effectivement, a beaucoup dépensé en investissement. Le marché lui a fait crédit. Et puis un jour, le marché lui a dit, comme vous dites, il faut que vous soyez rentable. Et là, Jeff Bezos est devenu un cost killer. Tant qu'il n'y a pas eu ce signal de marché, pas besoin de virer des gars, pas besoin de rationaliser l'entreprise, etc. Le jour où le marché a commencé à dire que chaque trimestre après trimestre, ça devenait un peu lourd à porter, il devient un cost killer. Il commence à mettre sa boîte en ordre de marche, quoi. Exactement. Et puis je pense qu'après, il faudra surveiller. Alors, autour de la table, on connaît, probablement pas tous spécialistes, et moi, je vais rester très modeste dans ma compréhension du sujet, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le monde du private equity, sur la partie IA. À un moment ou à un autre, il va falloir recycler ces investissements vers de nouveaux investissements. Et donc, il faudra passer la patate chaude à un copain, à un voisin, à un nouvel entrant. Oui, bien sûr. Peut-être qu'à un moment, elle sera trop brûlante pour que quelqu'un la récupère. Et là, si on commence à avoir des valos, alors ça, cette séquence, je ne sais pas la qualifier, je ne sais pas la monitorer en termes de timing. Mais je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe dans le monde du non-coté, du private equity. Ça entraînera peut-être après-demain une rotation. Il y a quand même 2-3 ingrédients pour dire qu'on peut un peu faire évoluer les portefeuilles en ce moment, parce qu'il y a quand même des valeurs de qualité qui ont été un peu abandonnées. Mais je pense que c'est difficile de sortir, surtout quand on arrive en fin d'année, qu'on connaît le sujet du window dressing, que tout le monde veut montrer qu'il avait les belles valeurs pour avoir fait la bonne performance, ou justifier qu'il n'était pas loin de son indice, mais qu'il avait fait son maximum pour être le meilleur. C'est pas le moment de sortir. Peut-être qu'en janvier, on sonnera une première micro-récréation. Bon,
On verra, on a une micro-alerte sur Oracle, sur un rapport de presse qui disait qu'effectivement la rentabilité des data centers, à ce stade-là du cycle, déjà n'était pas... Voilà. Et donc, on voit bien, le marché est quand même très vigilant par rapport à ça. Comment on reste exposé au thème de l'IA en ayant conscience de ce risque, effectivement, de bulle, de cette asymétrie aussi. Voilà, on voit sur un petit coup de tabac ou sur un trou d'air, on voit tout de suite, alors des valeurs peuvent s'envoler de 30%, j'imagine qu'elles peuvent aussi faire le chemin inverse assez vite sur quelques heures ou quelques séances. Oui, c'est vrai que c'est très difficile d'en sortir. Nous, on reste investis sur tous ces grands titres. Et paradoxalement, quand on verra... un des indicateurs qu'on surveillera dans les prochaines années, parce que là aussi c'est très difficile, on va rester modeste comme disait Laurent, un des indicateurs qui manque pour caractériser ce marché de bulles, ce serait d'avoir beaucoup d'IPO. Or en ce moment, on a un appétit des particuliers qui est très important. Le jour où OpenAI fait son IPO, il faut... Non, le jour où quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'IA viendra sur le marché en disant « Moi, j'ai inventé un truc tout à fait classique, mais je mets un peu d'IA dedans et ça se paye des multiples infinis. » Peut-être que ça reviendra aussi, ce sera un bon indicateur. Donc je crois que, tu l'as dit, les marchés restent patients. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui avec la consanguinité, les investissements croisés, quand on voit que les investissements d'OpenAI, mais comme tous ces acteurs de la tech et ces startups, c'est the winner takes it all. Donc, au début, tant que l'argent est disponible, on continue d'investir au maximum pour évincer les autres et éviter. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé de DeepSeek, tiens, d'ailleurs? Depuis le 20 janvier dernier. Voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, moi, je crois que le marché, il n'est absolument pas convaincu que la bulle va éclater maintenant. Et donc, il faut rester là. Il y a quand même deux situations autour d'IA. Ceux qui pensent qu'il y aura énormément de valeur derrière des outils dopés à l'IA et que ça va se monétiser cher et bien. Oui, mais ça mettra du temps. Je pense que ça va être une commoditisée à la DeepSeek. Et là, c'est peut-être pas le même modèle économique derrière. Il y aura sans doute un peu des deux. Ouais. Mais alors après, c'est vraiment différent selon l'endroit où on est de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, le thème de la tech, je pense qu'il est là pour rester encore un certain temps. En Europe, il a échappé à personne que la tech a quand même été beaucoup moins brillante qu'aux États-Unis. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'était un peu des périphériques de la tech qui suivaient, comme aux États-Unis aussi d'ailleurs. Donc on voyait les Schneider, on voyait des Legrand, ASML qui s'est quand même repris aussi. Donc on cherche aussi des idées qui ressemblent à de la tech en termes de croissance. Connectées au thème de l'IA. Soit connectées au thème de l'IA, soit connectées à la croissance et qui ne se payent beaucoup moins cher. Donc effectivement, les valeurs de luxe qui ont connu quand même des mois des trimestres très très compliqués, pour peu que le marché ait le sentiment que le pire est derrière nous, et d'ailleurs les cours ont déjà rebondi, c'est sans doute des bons candidats en Europe. Et pas que le luxe, il y a d'autres valeurs de croissance. Non, mais c'est intéressant. Le luxe, on va beaucoup en parler à partir de ce soir et demain, mais c'est vrai que c'est déjà des cours de bourse qui ont un peu rebondi. Enfin, ça fait quand même 2 ans au moins que c'est dead money, comme on dit dans le marché, mais c'est peut-être le moment de s'y réintéresser, à vous entendre. Dans l'histoire des canaris dans la mine, là, je reviens sur le marché du crédit. Une affaire comme First Brands, par exemple, ça laisse des traces, ça implique quand même beaucoup d'acteurs, des milliards de dollars de créances, alors portées par des grandes institutions, dont j'ai aucun doute sur la solidité, mais peut-être des plus petites aussi, pour lesquelles ça peut être plus compliqué. Non, mais est-ce que c'est le genre de truc auquel on... Non, mais ça peut être des alertes. Attention, là. C'est peut-être des alertes, mais globalement dans le marché, on voit quand même pas beaucoup de risques, en tout cas au niveau du crédit. Ça, First Brand, par exemple, ça n'a pas fait de vague au-delà de First Brand et des créanciers de First Brand. En tout cas, ça se voit pas sur des indices, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Sur l'IA, moi, je suis moins prudent que vous, parce que je pense qu'on est tous autour de la table en train de se demander comment on peut intégrer l'IA à nos métiers. Et on va en parler dans le dernier quart d'heure. Et on cherche beaucoup, parce qu'en gestion d'actifs, c'est pas simple, selon nos business models. Mais en tout état de cause, si on regarde Amazon, il y a 20 ans, c'était la redoute. Et en fait, la beauté des choses, c'est finalement... Non, mais c'est pas une grosse innovation, Amazon. C'est simplement, ce qui est une innovation, c'est avoir des chaînes de distribution et des chaînes d'approvisionnement extrêmement...
La Redoute a existé sur le marché français. Ouais, Amazon existe sur un terrain de jeu. Mais en même temps, c'est exactement la même chose. J'entends. C'est simplement magnifié par une idée. Et en fait, l'IA, c'est un peu ça. C'est finalement, on a un service, et ce service, comment on le transforme pour faire un service à très forte valeur ajoutée. Et c'est exactement comme le moteur de recherche Google, qui est devenu une agence de pub, Meta, etc. Et moi, je trouve quand même qu'on a des cours de bourse qui ont... si on prend les titres un par un, on a quand même des titres qui ont sacrément calé pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Ouais. On a Apple qui ça fait un moment que ça fait plus rien. Ça fait un peu, ça fait un joli sourire. Ça remonte vers le plus haut. On a eu Meta qui a fait fortement trembler en 2022. Amazon, pareil. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que cette histoire de bulle, on a certes une bulle sur les équipementiers, en tout cas les producteurs de puces. Je ne sais pas si c'est une bulle, mais en tout cas, on a des espoirs de valorisation qui sont très, très forts. Mais en même temps, on a quand même une utilisation de l'IA qui est diffuse partout dans l'économie. Donc, on peut bien évidemment avoir un recul, mais c'est quelque chose qui va finalement être avec nous, un peu comme Internet il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on va tous avoir de l'IA d'ici 10 ans et on va tous essayer de trouver un débouché. Personne n'imagine qu'il y a un mouvement un peu, je sais pas, une réticence à l'adoption, un mouvement même, pourquoi pas, de rejet, j'en sais rien. Personne n'imagine ça. Alors, je suis vraiment désolé, mais on peut voir, un peu partout. Je ne vais pas faire l'analogie, mais très honnêtement, on préfère tous des hôtels 5 étoiles à un camping. Ouais. Voilà. Et donc, si l'IA, ça permet d'avoir un hôtel 5 étoiles et quelque chose d'extrêmement efficace... Tout le monde l'adoptera. Oui. Ouais. Oui. Non, mais c'était une question, là aussi... On en est qu'au début. On en est qu'au début. L'être humain est paresseux. Si on peut faire des choses rébarbatives par quelqu'un d'autre que soi-même, on ne va pas s'en priver. Bon, sur la question de la rotation, donc on a parlé de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Laurent, cette idée ou cette perspective d'une éventuelle rotation du marché, notamment sur l'Europe? Ça m'intéresse. Vous disiez l'Europe a été drivée par le thème des financières depuis des années maintenant, et le thème des infras et des industriels, si on peut le résumer comme ça, la défense entre autres. Qu'est-ce qui serait candidat à venir soutenir à nouveau le marché si ces deux thèmes-là s'effritaient un peu en termes de performance boursière, j'entends? Je vais m'autoriser une parenthèse sur l'IA, Grégoire, parce que l'analogie avec l'Internet était très importante, mais de grandes études faites par des cabinets de consultants ont démontré qu'Internet n'a eu un impact sur la productivité Zéro. 10 points de base. 10 points de base. C'est-à-dire 3 fois rien. Oui, c'est ça. Donc je crois que je ne doute pas du tout de l'adoption, et on voit tous dans nos métiers autour de nous une volonté d'aller plus vite et très vite. La réalité, c'est quel sera l'impact quantifiable, mesurable financièrement à la fin. Ouais. Mais la question reste encore ouverte, et je suis assez d'accord avec Pierre. Le paradoxe de ça. Les valos sont pas folles. Je vois des ordinateurs partout. Dans mes chiffres macro, je ne vois rien qui corresponde à les valos sont pas folles nulle part. Peut-être que la partie semi peut être un peu en phase d'exagération, mais il n'y a pas de folie sur les valorisations, sur les Max 7, sur pas mal de choses. Voilà, petite parenthèse fermée. Parce qu'il y a eu une belle croissance des résultats aussi ces une dernières années. Donc sur les grandes valeurs, il n'y a pas des multiples délirants. Pour la rotation, faudra plusieurs ingrédients pour la réussir, j'ai envie de dire, et je ne sais pas si elle est possible à très court terme. La première, en général, les valeurs de qualité ou de croissance, elles aiment aussi qu'il y ait une articulation du cycle économique qui parfois soit un peu plus difficile. Aujourd'hui, en Europe, on a plutôt l'impression que ça pourrait réaccélérer. On voit quelques petits faisceaux plus verts, plus bleus dans différents segments. Saint-Gobain, lors de son Capital Market Day la semaine dernière, disait qu'il voyait une reprise légère du résidentiel en Europe. Je ne la vois pas, mais j'ai envie de dire, c'est des spécialistes. Je les crois. Pressentent que ça peut aller mieux. Et je les crois, ils ont sûrement des indicateurs beaucoup plus précis. Donc, ce que le marché en Europe pourrait espérer, c'est quand même que la thématique du CAPEX, qui a été très forte au moment où globalement l'Allemagne a fait son debt break, et que tout le monde s'est jeté sur les valeurs allemandes, les cycliques, les industriels, qui depuis ont pour certaines déçu, voire pour beaucoup d'entre elles. Cet argent qu'on nous a promis, il arrive dans l'économie réelle. Donc ça, c'est un calendrier imminent, on a envie de dire. C'est-à-dire, 26, quoi. Oui, voilà, 26, mais 26, c'est quasiment demain. Donc c'est... quand on prépare son portefeuille, il faut aussi un peu anticiper.
On peut essayer d'accompagner dans le momentum ou le trend following, mais on peut aussi essayer de faire un peu de gestion plus fondamentale. Là, je pense qu'il y a encore une poche de performance potentielle sur les valeurs industrielles. C'est vrai qu'il y a certainement une préférence sur les valeurs allemandes small mid-cap, donc le MDAX. Mais si le bruit politique voulait laisser les valeurs françaises un peu tranquilles, parce qu'elles ont une décote politique ou de désamour, il y a sûrement quelques boîtes françaises qui seraient intéressantes à ramasser avec des valorisations absolues et relatives qui les rendent très attractives à un horizon de 2-3 ans. Donc ça, c'est la première des choses. Puis après, ce qu'il va falloir, c'est que ces sociétés et que les investisseurs et les analystes ne nous déçoivent pas pour les sociétés et que nous, on ne soit pas déçus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment, les chiffres promis soient réalisés et qu'on ne soit pas dans un momentum de révision et une spirale négative qui, même si c'est marginal, nous amène toujours à réviser les objectifs de croissance organique de quelques points de base et qu'au fur et à mesure, on commence l'année comme souvent en fanfaronnant en disant tiens, l'Europe fera 10% de croissance des bénéfices en 2026 et on finit à zéro. Voilà. Et donc ces boîtes-là, elles ont ce devoir d'essayer d'avoir une vision très rationnelle, même si c'est très difficile dans ce monde qui bouge très vite, sur leur capacité à se projeter sur la réalisation de leur profit l'année prochaine et de les tenir. Donc vaut mieux, et j'aime bien le discours de Pierre sur Ferrari, parfois faire un très léger reset. Bon, Ferrari, depuis, a annoncé, je crois qu'ils avaient 8,6% de détention de leur capital. Donc, ils ont profité, parenthèse, que je n'ouvrirai pas. Ouais. Mais très clairement, il faudra que ces sociétés soient au rendez-vous. Ouais. Bon, pour LVMH, c'est un peu trop tôt pour savoir. Mais c'est vrai que si on commence à avoir des séquences sans déception, je comprends. Même s'il n'y a pas d'euphorie, le marché sera capable, je pense, de re-rater tout doucement ces sociétés qui ont aujourd'hui peu de place dans les portefeuilles et qui ont des valorisations qui sont globalement raisonnable. Est-ce que ça veut dire en creux, Laurent, qu'il faut se calmer un peu avec les financières ? Alors les financières, elles sont encore dans un cycle positif et c'est vrai que si on parle d'un cycle économique qui s'améliore, globalement on aura encore un cycle positif pour les financières parce qu'il n'y aura pas de non-performing loans et elles continuent du rachat d'actions. Donc c'est des boîtes qui ont du dividende, du rachat d'actions, des profits qui sont bien orientés, des valorisations qui sont encore raisonnables. Ce n'est pas le moment de encore les sortir. Mais après, on peut écréter. Quel cycle pour les financières, quand même, depuis 4-5 ans maintenant. Sur l'Europe, ça m'intéresse en tant que territoire d'investissement. Là, qu'est-ce que vous avez envie de privilégier, de recommander stratégiquement, Vincent? L'idée d'une rotation, est-ce que ça parle? On parlait du luxe, est-ce que des valeurs de qualité? La pharma, la santé, est-ce que c'est des secteurs aussi qui peuvent revenir, qui sont des secteurs lourds, qui pèsent dans les indices, quand même? Alors, comme on gère quand même beaucoup de clients particuliers, je voudrais quand même aborder une question qui revient régulièrement, c'est la place de la France dans les portefeuilles. Très bien. Puisque une question qui nous est souvent posée, et là, il y a plusieurs interprétations. Certains peuvent dire que la France a déjà décoté, les valos sont déjà plus faibles, le marché a moins monté aussi, donc il y a peut-être effectivement quelques opportunités. À côté de ça, aujourd'hui... on a l'impression que c'est le calme sur le marché des dettes, sur les govies, puisque grosso modo, le spread, il est resté à epsilon près au niveau où on était après la première dissolution. Parce qu'en fait, depuis ce moment-là, on price à peu près la note que l'on a aujourd'hui. Oui. À plus. Qui ne va pas être dégradé en juin 2024. Qui va pas être probablement dégradé immédiatement. Mais à moyen terme, c'est quand même pas exclu, parce que je ne pense pas que le chemin que l'on prenne actuellement en termes de politique économique permette de redresser beaucoup les finances publiques. Donc ça reste quand même une question. Et donc, une des premières questions auxquelles nous répondons, c'est, bon, il y a de très belles valeurs françaises, mais globalement, si on trouve aussi bien en dehors de la France, il vaut mieux y aller. Des équivalents en dehors de France ? Exactement. D'accord. Donc, on sait que les valeurs de luxe, on a du mal à en trouver ailleurs. Il y en a. VMH, puis, ce sont des valeurs internationales. Donc, tout ce qui est très domestique français, on est quand même un petit peu moins chaud, largement dessus, voire même certaines banques françaises, qui sont peut-être moins bien valorisées que des banques espagnoles ou italiennes. Et après, sur l'Europe, je crois qu'il y a... c'est vrai que le thème de l'industrie et de la défense a été déjà beaucoup joué, mais... ça a commencé à souffler un petit peu parce que les réalisations mettent du temps à arriver, c'est vrai dans les infrastructures, donc on va peut-être aussi avoir des points d'entrée pour renforcer ces secteurs, pour des personnes qui n'en ont pas. Je pense que le secteur du luxe est un bon candidat. Le secteur de la santé qui a beaucoup souffert et qui a commencé à frémir un petit peu. C'est un secteur sur lequel on pourra commencer à revenir. Enfin, moi, je suis revenu plus neutre, alors j'étais assez négatif sur le secteur. La consommation, c'est compliqué en Europe, donc c'est toujours... pas un secteur favorisé.
Donc les banques, les industriels, la santé, les télécoms, je ne sais pas. Ça redémarre, ça revient en arrière, c'est très compliqué. L'immobilier, ça a beaucoup rebaissé. Hein. On y avait pas mal les foncières. Les foncières, Bon, donc il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont très, très folichons, qui nous donnent envie d'aller en dehors de ceux que j'ai évoqués. Et les émergents, ça a toujours un peu de place pour des clients, en tout cas, qui souhaiteraient être exposés en petite diversification sur l'Asie, oui. Ouais. Mais bon, ça a été quand même beaucoup moins brillant que par le passé. Hein. Donc, on a été un peu échaudé. L'Asie ? Je veux dire, depuis 3-4 ans, c'est pas le, ah bah oui, c'est pas le compartiment qui a été le... 3-4 ans, j'entends. Non, je préfère encore avoir des valeurs américaines de tech que des valeurs américaines. Non, c'est un retour depuis 12-18 mois, on va dire, pour ce compartiment asiatique et dans les émergents. Donc on est plutôt États-Unis et Europe. Voilà. Sur la logique d'investissement qui vous anime, là, chez Myria Asset Management, Pierre ? Alors nous, on raisonne beaucoup en tracking error par rapport aux indices de référence. Les seuls vrais biais qu'on a sur les secteurs, c'est bien sûr les financières, pour une raison vraiment assez évidente, c'est que le PE n'a pas évolué en 3 ans. La valorisation, voilà. La cherté donc, des vraiment, actions. Prix sur bénéfices. La croissance des résultats est tellement rapide que... Voilà, donc en fait, on est revenu d'ailleurs, parce que je me suis trompé sur une manipulation sur mon Bloomberg, et donc on est revenu à des prix qui prévalaient avant 2011. Sur le futur banque. Donc vraiment, on a mangé notre pain noir et là, voici le pain blanc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc on est toujours très confort et bien évidemment sur la technologie. C'est les 2 seuls secteurs vraiment où il y a des biais dans les portefeuilles diversifiés. Sur les émergents, nous, on préfère vraiment la dette et le crédit émergent. Qui a bien payé, la dette émergente. Alors après, on regarde corporate, souverain, devises dures, locales, etc. Mais c'est positif partout. Voilà, on est très corporate, devises dures, déjà parce que c'est pas dans nos indices de référence et le portage est extrêmement attractif, même couvert en euros. Bien sûr, on pourrait aller sur de la dette locale, mais là, il y a un effet dollar qui est difficilement maîtrisable. Donc c'est super cette année. Là, ça a bien payé. Voilà. Les devises émergentes ont bien tenu. Enfin, le dollar a baissé face à tout le monde. Voilà, donc, exactement. Donc ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Mais c'est vrai que en logique d'investissement, on n'a aucun problème à aller sur de la dette émergente beaucoup plus facilement que sur des actions émergentes. Je trouve que l'effet coupon est très protecteur. C'est vrai que sinon, on prend des investissements donc dans la construction des portefeuilles, on est assez proche des indices et ces indices étant des indices larges, on reste en tracking error très faible, parce qu'on est finalement on est exposé sur tous les secteurs et on voit bien que la logique d'investissement qui part entre value, growth et selon les secteurs, c'est très difficile de voir les rotations de plus en plus rapides du marché, donc autant être très éclaté et très exposé sur l'intégralité du secteur. Pour conclure, Laurent, avec vous, sur la logique un peu globale d'investissement là, à ce stade ? On reste positif sur les marchés d'actions. On aime beaucoup les 2 thèmes qui ont été développés par Vincent, États-Unis, Europe. On est un peu plus neutre aujourd'hui sur la partie fixed income. On aimerait trouver un petit point d'entrée. C'est comme sur les actions, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il viendra pas je ne sais pas. On a légèrement allégé l'or, parce qu'on s'est dit que c'était peut-être le moment pas de respirer. Mais bon, voilà, donc tactiquement, on a pris une partie des bénéfices, mais la folie a été quand même très très belle. Et sur les devises, on se pose quand même la question de se dire que le dollar a peut-être terminé sa baisse contre l'euro et que la jambe à venir, ça peut être peut-être contre les devises émergentes, encore un peu plus en l'année prochaine, avec un deal entre M. Trump et certains gouvernements en disant je stoppe mes tarifs, mais tu me laisses ta devise un peu glisser parce qu'aujourd'hui, elle est administrée, elle n'est pas en free float. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça, mais on reste quand même optimiste, et je suis très d'accord avec ce que disait Pierre tout à l'heure. On n'arrive pas à trouver le scénario qui ferait vraiment glisser le marché violemment. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Laurent Dédier, Autingre, Banque Privée, Vincent Genzi, Cholet, Dupont, Oudard et Pierre Bismuth, Myria Asset Management.